ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil. 14h03 au bout du fil sur France Inter. Patrice Gélinet, c'est à vous pour 2000 ans d'histoire. Merci Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, dans 2000 ans d'histoire, la fête de la musique continue avec un des plus grands musiciens de l'histoire, Beethoven. Vous êtes prince par le hasard de la naissance, mais ce que je le suis par moi-même. Des princes, il y en aura encore des milliers, mais il n'y a qu'un Beethoven. Beethoven au prince Lichnowsky en 1806. Ans d'histoire. Quand l'art s'élève à une pareille hauteur, écrivait Édouard Herriot à propos de Beethoven, il appartient à l'histoire générale de l'humanité. Les contemporains de l'auteur de quelques-unes des plus célèbres et des plus belles musiques de l'histoire en étaient d'ailleurs conscients. Le 29 mars 1827, dans la même ville de Vienne où 36 ans plus tôt, Mozart n'avait eu droit qu'à un enterrement de 3e classe et à la fosse commune. Les Autrichiens étaient des milliers à suivre le cercueil de Beethoven dans les rues de la ville où il avait écrit l'essentiel de son œuvre. Une œuvre commencée 45 ans plus tôt quand le jeune Beethoven avait émerveillé les habitants de Bonn en étant déjà capable à l'âge de 11 ans d'écrire et de jouer au piano ses toutes premières sonates. Elisabeth Brisson, bonjour. Bonjour. Alors on entend une des toutes premières œuvres de Beethoven, ces sonates qu'il a commencé à écrire à partir de 1782, c'est-à-dire quand il avait à peine 11 ans. Alors quand on entend cette sonate, quand on lit la biographie de Beethoven que vous venez d'écrire chez Fayard, on est frappé par l'âge auquel il a donc écrit ses toutes premières œuvres. C'était un enfant prodige au fond comme Mozart. Son père aurait aimé qu'il soit comme Mozart, mais effectivement, il a commencé très très jeune et il était très doué et surtout très passionné. Alors beaucoup d'anecdotes ont été rapportées sur la façon dont il voulait absolument jouer du piano et que son père voulait absolument le faire travailler. Mais comme dit André Boukhorechtchiev dans sa petite biographie, il a bien fait de le faire travailler parce qu'il a été un très grand virtuose après. Alors non seulement le piano, mais aussi les instruments à cordes et puis la composition et également l'orgue. Et également le déchiffrage. Il déchiffrait très très bien à vue, si bien qu'il a été employé dans le cadre de la cour électorale par un de ses premiers maîtres qui s'appelait Neefe. Enfant prodige comme Mozart, un peu plus tard, Mozart était encore plus précoce, je crois, que Beethoven. Autre point commun avec Mozart, vous l'avez dit, Elisabeth Brisson, la famille. Il est né dans une dynastie en quelque sorte de musiciens. Son grand-père était maître de chapelle du prince électeur à Bonn. Son père, Johann Beethoven, était ténor. Il exhibe son fils, comme le faisait également le père de Mozart. Et puis il y a eu ce rôle des gens auprès desquels il a vraiment appris la musique. Vous avez cité Christian Gottlieb Neefe, je crois. Et c'est auprès de lui, d'ailleurs, qu'il va écrire ses toutes premières œuvres, ses toutes premières partitions. Oui, c'est Neefe qui le guide, et Neefe s'en est fait une gloire d'ailleurs très rapidement, parce qu'il a très bien remarqué que le jeune Beethoven était très très doué. Si bien qu'il l'a secondé, et en lui donnant en particulier à jouer et à analyser le clavier bien tempéré de Bach. Alors c'est grâce à Neefe, c'est grâce aussi au prince électeur, parce qu'il a beaucoup de protecteurs dès le début qui admirent la virtuosité de Beethoven, qu'il va partir à Vienne. Vienne, évidemment, c'est la capitale européenne, presque mondiale de la musique à l'époque. Il faut le rappeler, vous le rappelez vous-même.
À l'époque, oui, c'était le haut lieu de la musique, étant donné la place politique de Vienne, qui était la capitale du Saint-Empire romain germanique, encore à cette époque-là. Alors il va à Bonn, on dit qu'il a rencontré Mozart 4 ans avant sa mort, ça on n'en est pas sûr, vous êtes très là-dessus, vous êtes dubitatif. En tout cas, il va à Bonn, il va à Vienne, pardon, il revient à Bonn parce que sa mère est en train de mourir, il a littéralement la charge de toute sa famille parce que son père sombre dans l'alcoolisme, il va mourir peu de temps après, et puis il va enfin repartir, donc il est remarqué, c'est à Bonn qu'il est remarqué par Haydn. Haydn, il faut le rappeler aussi, depuis la mort de Mozart, c'est le grand compositeur européen de l'époque. Le grand compositeur européen, effectivement. Haydn va être très très apprécié à Paris dans les années 1790, donc après la Révolution. Et puis c'est au moment de ses voyages à Londres que Haydn passe par Bonn et là il remarque le jeune Beethoven. Et lui dit de venir avec lui à Vienne, donc où Beethoven donne ses premiers grands concerts avec ce trio pour piano et cordes en 1794. Et c'est le trio pour piano, violon et violoncelle numéro 1, composé en 1794. Et vous dites, Elisabeth Brisson, que ce premier des trios, enfin une des toutes premières, celle par laquelle en tout cas il a commencé à se faire connaître vraiment à Vienne, c'est un véritable manifeste esthétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une révolution par rapport aux musiques qui ont précédé? Peut-être plus qu'une révolution, c'est une prise de position pour faire changer de statut une musique qui était surtout, cette formation piano, violon, violoncelle, était assez récente et était surtout une musique de divertissement où plusieurs mouvements se succédaient comme dans les sérénades. Et lui, il l'a transposé dans un cadre de forme sonate avec 4 mouvements, chacun des instrumentistes ayant une partie équivalente. C'est bien que c'était quelque chose qui n'avait jamais existé et par là-dessus, il a voulu faire publier et lui donner le nom d'opus numéro 1, alors qu'une première œuvre avait été publiée avec le nom d'opus 1. Lui, il a donné le nom d'opus 1 à cette œuvre parce que pour lui, c'était vraiment quelque chose il se posait par rapport au public de Vienne qui commençait à bien distinguer la musique de divertissement et la musique sérieuse. Alors Vienne, où il tombe évidemment amoureux, vous dites qu'au fond, c'était sa nature profonde d'être constamment amoureux, amoureux transi, amoureux perpétuellement déçu. Je ne citerai pas le nom de toutes les femmes dont il était éperdument amoureux, au point d'ailleurs de vouloir les épouser et qu'ils l'ont refusé. Pourquoi? Comment se fait-il que Beethoven n'ait pas pu inspirer les femmes autrement que par des musiques évidemment qui enchantaient tout le monde? Alors ce n'est pas moi qui dis qu'il était perpétuellement amoureux, c'est ce qui a été rapporté et c'est quand même assez énigmatique que cette position de Beethoven par rapport aux femmes. En fait, je crois qu'il aimait beaucoup la vitalité, la beauté, la grâce et qu'il avait aussi une image très idéalisée de la femme, si bien qu'il s'est arrangé toute sa vie pour rendre une union avec une femme réelle tout à fait impossible. Et il a donc d'un côté il y avait ces femmes dont il a été amoureux, qui étaient des passades peut-être, parce qu'il c'est aussi au moment où il était jeune à Vienne, et puis ensuite ça va être vraiment des amours spirituels, mais c'est toujours des femmes qui sont dans des situations sociales et maritales qui l'empêchent qui les empêchent de rompre pour aller avec Beethoven, en particulier cette fameuse immortelle bien-aimée. Oui, alors il y a eu une lettre à une immortelle bien-aimée dont on n'a jamais su qui elle était. On ne sait toujours pas, il y a plusieurs candidates, il y a des gens qui font des grandes publications sur différentes candidates. Alors, les candidates actuellement seraient plutôt du côté d'Anthony Brentano, mais c'est pas du tout sûr. Certains contestent cela et Anthony était une femme qui comprenait très très bien sa musique et pour laquelle on a des lettres qui parlent, elle parle d'affinité élective à la Goethe. Si vous voulez, on a l'impression qu'elle aimait vraiment beaucoup Beethoven. Alors il faut dire qu'il avait aussi la réputation d'être bourru, emporté, un caractère absolument détestable, ne serait-ce d'ailleurs que pour la seule formule qu'il avait lancée à un de ses protecteurs, on l'a entendu au début de l'émission, le prince Lichnowsky, qui pourtant aidait Beethoven et auquel Beethoven dit un jour: vous êtes prince par le hasard de la naissance, mais je le suis, moi ce que je le suis par moi-même, des princes, il y en aura encore des milliers, mais il y aura encore qu'un Beethoven. Il avait un mauvais caractère, dit-on. En plus, il se laissait aller, il n'avait attaché aucune importance à cette nuit vestimentaire. Alors, vous avez bien dit-on, parce que justement, pour la biographie de Beethoven, il faut prendre en considération ceux qui ont parlé de lui. Et il était tellement
exceptionnel, extraordinaire, qu'on a raconté un peu n'importe quoi sur lui. Alors qu'il était emporté, oui, mais parce qu'il était très décidé, très volontaire, une idée très très ferme de sa liberté et surtout une très haute idée de lui-même. Quant à sa négligence, non, il était très soucieux de sa tenue. Ce n'est que vers la fin de sa vie où il n'avait plus besoin de prouver qu'il était pris par sa création, par sa musique, donc il était moins peut-être à la mode. En tout cas, un homme profondément malheureux, en tout cas à plusieurs reprises, qui a eu beaucoup de raisons de l'être, et notamment justement quand il découvre ce qui sera le drame de sa vie, lorsqu'à partir de 1796, il commence à devenir sourd. Ludwig! C'est inutile, il ne t'entend pas. Il est sourd. Ceux qui pensent que je suis hostile, obstiné et misanthrope, combien ils sont injustes avec moi. Car ils ignorent la raison secrète qui me fait paraître ainsi. Je ne peux me résoudre à dire aux gens, parlez plus fort, criez, je suis sourd. Comment puis-je vivre si mes ennemis, qui sont nombreux, pensent que je ne possède plus ce sens qui chez moi devrait être infiniment plus développé que chez les autres? Sonate au clair de lune, composée par Beethoven en 1800, à une époque où il est de plus en plus sourd, ce qui évidemment pour un homme, n'importe quel homme, c'est déjà tragique, mais alors pour un musicien, c'est absolument épouvantable. Et ça s'est fait progressivement, je crois, 1796 à 1819, où là il n'entend plus rien. Oui. Il a eu les premiers symptômes de sa surdité, on peut reconstituer par rapport à une lettre qu'il a écrite à son meilleur ami, à la fin, donc vers 1796, et effectivement, il paraît que ça a été très progressif. Et qu'au début, il n'entendait pas certaines sonorités, qu'il était obligé de se mettre au premier rang au théâtre, et que progressivement, il va perdre l'audition. Il ne parle plus, il ne s'exprime plus, enfin il n'y a plus d'échange que par écrit à la fin. Alors oui, à partir de 1818-1819, il va prendre comme solution les carnets de conversation, c'est-à-dire que ses interlocuteurs lui écrivent ce qu'ils veulent lui dire et lui répond. Donc quand on lit, ils ont été reconstitués, et quand on lit ces carnets, c'est très décevant parce que c'est comme une conversation téléphonique dont on n'entend qu'un des aspects. Et dès 1802, il est tellement malheureux qu'il écrit ce fameux testament d'Heiligenstadt que vous citez dans votre livre, Elisabeth Brisson, ainsi, je prends congé de vous et avec tristesse en vérité, cher espoir que je portais en moi, d'obtenir du moins jusqu'à un certain point ma guérison, cet espoir de d'à présent m'abandonner complètement. Et là, on sent un homme qui est miné, qui est effondré, en plus, je répète, un musicien. Oui, c'est un désespoir profond. Mais en même temps, c'est une source de vitalité, puisqu'il va, et depuis le début, on parlait de sa précocité, je crois que dans sa précocité, il y a aussi cette volonté d'aller toujours plus loin et d'être le meilleur. Oui, parce que il commence déjà à être sourd quand il commence à écrire ses œuvres les plus connues, c'est-à-dire par exemple ses 9 symphonies, la première, je crois, en 1800, et dont il n'est plus célèbre, et la troisième, que ce républicain pro-français, qui était Beethoven, passionné par la Révolution française, voulait dédier à Bonaparte, aux grandes dames, bien sûr, de la bonne société viennoise. C'est une fripouille et un républicain. On dit même que c'est un disciple de Napoléon. Il nous jetterait tous dans les bras de Madame la Guillotine. Il fréquente la bonne société grâce à sa réputation de virtuose, mais il s'emporte dès que quiconque ose lui suggérer d'aller s'asseoir au piano. J'écris une nouvelle symphonie. Elle fera scandale à cause de son sujet. Racontez-moi. Tenez, prenez mon bras. C'est à eux de s'écarter devant nous et non l'inverse. Leurs jours sont comptés. Votre monde touche à sa fin. Oh, taisez-vous donc. Quand j'étais enfant, ils vous auraient fait arrêter pour moins que ça. Mais aujourd'hui, ils ont peur à cause de ce qui se passe en France. Ils ont peur. Ils ont peur de Napoléon. Voilà pourquoi Napoléon est le sujet de ma symphonie.
Et c'est le premier mouvement de la 3e symphonie qui devait à l'origine, je crois, s'appeler la Bonaparte, qui a été appelée la symphonie héroïque, parce que Beethoven avait renoncé à la dédier, comme il avait prévu de le faire, à Napoléon. Il faut dire qu'elle est 1804, c'est pas une date, c'est pas innocent. Voilà, on a raconté beaucoup de choses sur cette symphonie qui beaucoup d'erreurs d'ailleurs qui proviennent d'ailleurs d'un de ses premiers biographes qui a raconté cela 30 ans au moins après. Les témoignages sont des lettres où effectivement il voulait écrire une symphonie parce qu'il voulait se faire remarquer par le premier consul qui était à Paris, espérant bien... Bonaparte est à l'époque premier consul, oui, je précise, c'est juste avant qu'il devienne empereur. Oui. Oui, il y a beaucoup de confusion sur les dates dans le film, par exemple. Il est encore que premier consul quand Beethoven veut aller à Paris et il veut écrire 2 symphonies, d'ailleurs, la seconde sera la 5e écrite bien après. Il veut écrire 2 symphonies et il veut l'intituler Bonaparte et même la dédier à Bonaparte. Mais là-dessus, les événements historiques lui jouent un mauvais tour puisque Bonaparte devient non seulement empereur, encore c'est pas très grave, mais surtout il devient ennemi de l'Empire d'Autriche, c'est ce qui devient l'Empire d'Autriche, puisque Napoléon défait le Saint-Empire romain germanique. Donc il ne pouvait absolument plus, par rapport à la position dans laquelle il se trouvait, la dédier et la nommer Bonaparte. Cela dit, il était républicain dans l'âme, il avait été passionné par la Révolution française, il rêvait, vous l'avez dit, d'aller à Paris, il l'a jamais fait, mais il souhaitait le faire. Alors, républicain, ça sonne un peu bizarre à nos oreilles là maintenant. Il était effectivement favorable à un régime qui donne une place à la liberté et beaucoup avec le modèle antique. Une de ses lectures préférées, c'était plus tard qu'il ne faut pas oublier. Donc il voyait en premier consul un nouveau régime parce qu'il faut la culture de Beethoven était beaucoup à partir de Schiller et on peut voir le Don Carlos de Schiller pointé dans ses idées politiques. Alors il continue d'écrire, il restera à Vienne malgré tout, il va écrire un opéra qui n'a pas eu de succès au début puis qui en a eu un peu plus tard et qui était Fidelio. Il continue à se retrouver tout seul jusqu'à ce que cette solitude se rompe en 1815 lorsqu'à la mort de son frère Caspar, Beethoven devient, vous le dites, un père sans femme en adoptant le fils de Caspar, Karl, dont la justice autrichienne lui avait confié la charge en arrachant Karl à sa mère Johanna. Cette cour a jugé bon d'ordonner que Johanna van Beethoven soit écartée de la tutelle de son fils Karl. Cette cour est Karl, tu seras musicien. Je veux être soldat. Compositeur. Non, un soldat. J'avais ton âge quand j'ai donné mon premier concert. J'ai été exécrable. Ton grand-père pensait qu'il pourrait faire fortune grâce à moi, comme enfant prodige. Ce qu'avait fait le père de Mozart. Et Karl, le neveu de Beethoven, adopté par lui, ne sera pas musicien. On a entendu, il souhaitait être militaire, vous le rappelez, Elisabeth Brisson, mais Beethoven devient un père sans femme. Pourquoi il adoptait cet enfant, qui était le fils de son frère, pourquoi l'a-t-il arraché à sa mère, qui était toujours vivante? Parce qu'il pensait que la mère était une mauvaise mère. Que c'était une mère qui ne pourrait pas élever cet enfant parce qu'elle avait eu des mœurs un peu particulières. Et c'est aussi tout un nœud de la biographie de Beethoven, ce rapport à la famille et cette possessivité. Il crée la famille qu'il n'a pas pu créer avec une femme, c'est-à-dire c'est ça peut-être. Oui, par procuration. Jamais par procuration. Alors il avait essayé d'extorquer de son frère mourant que ce soit lui qui ait la tutelle intégrale, et la femme avait réussi avant que Karl, le père du neveu meure, avait réussi à avoir une moitié de tutelle, et lui n'a pas supporté. Alors je veux dire que c'est très compliqué de cette psychologie de Beethoven. Il voulait être tout seul.
seul. Et est-ce que cette femme était vraiment mauvaise? Il l'appelait la reine de la nuit, sans doute pas. Et en tout cas, le pauvre Karl a été écartelé entre sa mère... Contre son gré, je crois qu'il voulait rester avec sa mère, en fait, non? On sait pas trop. On sait pas trop. On a beaucoup reconstitué. Mais en tout cas, là, il voulait être militaire. Son oncle, bien sûr, se dit, tiens, je vais faire avec Karl ce que mon père a fait avec moi, c'est-à-dire je vais l'initier à la musique. Et là, il se heurte à un mur complètement. C'est épouvantable parce que le pauvre Karl, plus tard, va tenter de se suicider. Ça va être un drame dans la vie de Beethoven. Oui, c'était d'ailleurs le drame dont, si Karl n'en est pas mort, Beethoven en est mort. Ça a été absolument une des causes de sa mort. Hein. Et alors, effectivement, le jeune Karl, il en pouvait plus aussi. Mais en même temps, Beethoven l'estimait énormément et il essayait de lui donner une très grande culture. La culture qu'il n'avait pas eue. C'était à la fois une projection de lui-même et en même temps, c'était une façon de perpétuer son nom. Et Beethoven pensait qu'il était impossible d'avoir le nom de Beethoven qui ne soit pas encore magnifié par la vie de ses neveux. En tout cas, à partir de l'arrivée de Karl et même un peu après, à partir du début des années 1820, et à cause de cette affaire, d'ailleurs, la vie de Beethoven va devenir vraiment très sombre. Et ce qui est d'ailleurs paradoxalement, d'ailleurs, la période aussi pendant laquelle il a écrit les plus belles œuvres de sa vie. Il écrit, par exemple, la 9e, bien sûr, qui est certainement la plus connue de ses symphonies, mais aussi une œuvre moins connue, une messe, la Missa Solemnis, dont je vous propose d'écouter ce qui est à mes yeux, ou plutôt à mes oreilles, le plus beau morceau, le Kyrie. Et c'est l'orchestre philharmonique de New York, dirigé par Kurt Masur, le Kyrie, donc cette Missa Solemnis de Beethoven. C'est très peu connu, on connaît beaucoup moins cette messe que les symphonies. C'est pour ça que je souhaitais qu'on l'entende dans cette émission. Alors que, je crois, vous le dites en tout cas, Elisabeth Brisson, Beethoven considérait que c'était son œuvre la plus importante, cette messe. Exactement. Beethoven considérait que c'était son œuvre la plus importante. Et c'était aussi une façon de la promouvoir. Hein. Il faut toujours faire très attention quand on cite Beethoven parce qu'il y a toujours une intention cachée derrière ce qu'il dit. Donc il l'a présenté comme une de ses œuvres les plus importantes, mais malgré tout, et quand on regarde les annotations sur ce manuscrit, ce qu'il voulait, c'était que cette messe qui avait été composée comme provenant du cœur, qu'elle puisse atteindre le cœur, mais le cœur au sens émotion, mais haute spiritualité. Il faut rappeler, ça c'était sa réputation, il était, dit-on, très difficile à déchiffrer. La 9e, je crois qu'avant pour la première fois qu'elle soit donnée en 1824, les instrumentalistes avaient fait grève parce qu'ils n'arrivaient pas à lire la partition. Il a la réputation d'être très difficile, en revanche il n'est pas à entendre. Vous le rappelez, donc il est mort le 26 mars 1827 à Vienne. Alors là, il a eu des obsèques nationales, contrairement à Mozart. Et aujourd'hui, il est, je crois, sans doute le plus connu, le plus acheté, en tout cas dans les CD, ils sont le plus achetés, avec Mozart actuellement. Il y a une postérité de Beethoven qui est considérable, Elisabeth Brisson. Oui, heureusement, parce que cette musique apporte tellement de joie, et je pense que l'Ode à la joie, qui est l'hymne européen, eh bien,
bravo pour l'Europe. Oui, il a inspiré l'Ode à la joie, il a inspiré d'ailleurs des musiques de films, il a inspiré, je crois que tout simplement la 5e avait inspiré l'indicatif de Radio Londres, ce qui était tout à fait normal pour cet homme de liberté. Si on avait à écouter une œuvre en premier, on en a entendu tout ce qu'on pouvait entendre, c'est-à-dire environ 5 aujourd'hui, c'est laquelle, Elisabeth Brisson, qu'un néophyte pourrait écouter s'il veut découvrir Beethoven? Ce qu'un néophyte pourrait écouter, il y a dans les bagatelles, en particulier, pas seulement la bagatelle la lettre à Élise, mais dans les bagatelles opus 126, où il y a un condensé de son message. Et puis il y a bien sûr cette 9e, alors nous n'entendrons pas l'Ode à la joie, qui est donc l'hymne européen, mais je vous propose de terminer cette émission avec, pour conclure, un des passages les plus célèbres de cette 9e symphonie, le Molto Vivace. Sur cet extrait de la 9e symphonie de Beethoven par le Berliner Philharmoniker dirigé par Karajan, nous nous quittons. Je rappelle que mon invité, Elisabeth Brisson, est l'auteur d'une biographie de Beethoven que l'on peut retrouver dans un coffret intitulé Beethoven et ses amis, qui comprend également Beethoven et Vienne de Marc Vignal, un coffret publié aux éditions Fayard-Mirard. Vous êtes également l'auteur, Elisabeth Brisson, d'un guide passionnant de la musique de Beethoven, publié également chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits du film Ludwig van Beethoven de Bernard Rose avec Gary Oldman dans le rôle de Beethoven, est disponible en DVD chez Gaumont. Ces références sont disponibles au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Stéphane Devernay, Lédouine Caron, Claire Destacan, Camille